Les Intergalactiques, c'est un temps de rencontre et de débat organisé sur 2 jours par l'Association nationale résistance à l'agression publicitaire et ouvert à tout citoyen et citoyenne souhaitant découvrir et ou s'investir d'une manière ou d'une autre dans la lutte anti-pub. Ça commence le matin par une assemblée générale où l'association présente les rapports d'activité et financiers pour faire un retour sur les mobilisations passées et l'avis de l'association. Et puis elle vote ensuite les décisions pour des perspectives d'avenir. Alors, approchez-vous. Tout le monde est là, c'est bon? Bon. Alors, pour vous expliquer un peu l'idée de la suite, on sera en petit atelier, n'hésitez pas à faire un petit tour de table rapide pour vous présenter les uns les autres au moins une fois. L'objectif des ateliers qu'on va mener, c'est de prendre connaissance de certaines problématiques. On va avoir 3 ateliers pendant ces premières 1h30 qui vont concerner donc, les médias et la publicité. Il y a une personne qui va intervenir sur surveillance et Internet, c'est Sylvain qui est là. Et une personne qui va intervenir sur l'espace public et la publicité. Bon, ça c'est plus simple, il y en a pas mal qui connaissent, mais c'est quand même une thématique importante. Et globalement, Le second temps est pédagogique. Dans l'après-midi, des équipes sont formées et assistent tour à tour à différents ateliers, donc animés par des intervenants qui présentent chacun des thématiques liées à la publicité et invitent ensuite les autres à débattre des questions soulevées. C'est donc un moment d'échange, de partage d'opinions où l'on va aussi s'instruire par le débat. Je suis bénévole à une association qui s'appelle le CECIL, Centre d'études à la citoyenneté, l'informatisation et la liberté, qui travaille sur les questions, sur l'impact qu'a l'informatique sur les libertés individuelles. Et dans ce cadre-là, on travaille notamment sur les surveillances illégitimes, qui sont largement dues au système publicitaire en ligne. Ça veut dire qu'on a des grandes sociétés qui sont Google, Amazon, Facebook et aussi des acteurs un peu moins connus qui sont les courtiers en données qui vont pour essayer de faire des publicités toujours plus ciblées, toujours plus impactantes, toujours plus du coup manipulantes, qui vont le plus facilement provoquer un acte de consommation. En fait, on a des actions de surveillance assez précises sur les individus en ligne en essayant de récupérer un maximum de données sur eux pour avoir un profilage toujours plus précis et toujours plus intrusif. Il y a des méthodes qui permettent de s'en prémunir, donc notamment les bloqueurs de publicité qui permettent aussi d'introduire des listes qui permettent de bloquer un certain nombre de traceurs. C'est une partie de la réponse, l'autre partie elle reste politique, elle reste militante, ça veut dire comment empêcher que des sociétés, à la place de nous vendre des services, elles nous vendent à des annonceurs, elles vendent notre temps de cerveau disponible aux différents annonceurs et donc au final dans des logiques qui sont très loin des idéaux qu'aurait pu porter Internet initialement. Je suis venu aujourd'hui pour parler de médias et publicité parce que, en dehors de la très forte sensibilité anti-pub, il se trouve qu'à côté je suis chercheur et j'ai écrit un livre sur les médias et sur les manières dont l'information est produite en France. Le premier problème, celui qui saute aux yeux et qu'on a tendance à prendre comme le principal problème, va être l'influence sur la ligne éditoriale
en disant qu'il peut y avoir des pressions pour dire attention, si tu parles de tel sujet, l'annonceur va retirer ses budgets publicitaires parce que tu vas l'avoir critiqué et que donc il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter parce qu'ils sont pourvoyeurs de financement publicitaire. Arrivé à un certain stade, on va même se dire qu'il est même plus nécessaire qu'il y ait une pression réelle exercée par un annonceur sur un média, mais naturellement la rédaction va potentiellement s'auto-censurer. C'est déjà plus problématique parce que sans que les choses soient formalisées, soient clairement dites, les journalistes vont d'eux-mêmes potentiellement refuser de traiter ou ne pas chercher à traiter certains sujets. En tout cas, les gens se l'autorisent. Et le simple fait que les gens se l'autorisent, ça en dit long sur le sexisme et le spécisme. Ça, c'est typique, c'est un truc qu'on voit tout le temps. C'est un pur référent absent. Donc il y a le prix. Et parallèlement à ça, il va y avoir d'autres animaux, cette fois des animaux qu'on vend vivants et qui ont un autre type de prix. Donc là, il y a deux formes de commercialisation des animaux. Mais... J'essaye de voir un peu les mécanismes qui sont à l'œuvre pour créer un imaginaire positif, agréable, pour susciter des actes d'achat vis-à-vis de l'industrie de l'exploitation animale. Et j'en suis arrivée à petit à petit, à force d'en croiser, parce qu'on en croise énormément, les gens m'en envoient beaucoup, à faire une sorte de typologie ou en tout cas de classification des différents leviers rhétoriques qui sont utilisés par la publicité pour occulter l'individu derrière le produit, faire en sorte que le consommateur, la consommatrice ne se rende pas compte en fait que il ou elle est en train d'acheter un morceau d'animal mort. Dans le côté positif, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est une pub anglaise. Et donc on voit une tête de vache et il y a écrit en dessous « Not your mom, not your milk ». Un autre levier qui est vraiment intéressant à observer dans le publispécisme, c'est le mythe de la viande heureuse, qui est aussi couplé à l'idée que les animaux seraient consentants à leur exploitation. Donc il y a énormément de représentations d'animaux, souvent sous forme de cartoons, qui s'offrent à la consommation, qui consentent à leur exploitation. Donc ça va être des cochons qui présentent eux-mêmes le jambon aux consommateurs, ça va être le crabe qui va sauter dans l'eau bouillante. C'est un moyen, encore une fois, d'atténuer la possible dissonance cognitive vis-à-vis de la consommation des produits d'origine animale, où on se dit si l'animal lui-même est consentant à l'exploitation, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de problème moral, et en fait tout le monde est content tout le monde est satisfait dans cette consommation. Donc il y a à la fois une dépossession et une conquête de soi-même. Donc il faut passer par là. Donc il peut y avoir une attitude anti-publicitaire. La publicité apparemment, elle a l'air toute gentille, faite pour faire plaisir et faire sourire tout en préconisant tel ou tel produit. Mais lorsqu'on la regarde dans son ensemble, dans ses campagnes, dans la continuité des thèmes qui reviennent, on s'aperçoit que c'est une idéologie, c'est-à-dire c'est une vision du monde qu'on cherche à nous imposer, une vision de la vie qu'on nous cherche à avoir et qui, naturellement, n'est pas la vision naturelle qu'on aurait. C'est vraiment une vision qui est au service d'une puissance, qui est la puissance économique, au service aussi, on pourrait dire, d'une réduction systématique de la diversité du réel, qui est le phénomène de la marchandisation du monde, qui réduit toute chose à une valeur supposée financière, ce qui est absolument, finalement, illusoire, parce que les choses en soi n'ont pas de valeur financière. Et les réduire à des choses qu'on achète, c'est d'une certaine façon les dénaturer. Voilà, donc effectivement, le système publicitaire a pour vocation, effectivement, de faire des choses du monde de simples produits consommables. La publicité elle est déjà présente, très présente à l'école, c'est là où se trouvent les enfants, une bonne partie du temps, et c'est un endroit qu'on aimerait voir sanctuarisé, où la pub ne devrait pas avoir de prise. Donc, du coup, on fait des actions justement pour sortir de la publicité de l'école quand elle est dedans. Et l'idée de ce kit, justement, c'est d'essayer de former les enfants à savoir qu'est-ce qu'une publicité, quel est le but d'une publicité,
comment elle nous influence et comment on peut essayer d'échapper à son influence. Alors on a travaillé sur la publicité à la télé, parce que les enfants passent aussi beaucoup de temps devant la télé. Il y a près d'une dizaine d'années, il y a eu un projet de loi qui a été déposé pour interdire la publicité à destination des enfants à la télé. Cette loi a cheminé, ça a mis des années et des années. Et enfin, on a obtenu une victoire en décembre dernier, l'interdiction de la publicité sur le service public pendant les programmes jeunesse. Si on a une vision très simple, on pourrait se dire la solution, c'est on va éradiquer la publicité, on va dire zéro pub. C'est des idées qui sont sorties au début, mais assez vite on s'est rendu compte que c'était pas forcément la bonne manière de formuler les choses, et en tout cas pas la solution la plus adaptée, parce que on veut quand même pouvoir avoir une expression dans l'espace public. La solution, ça serait une publicité de taille raisonnable et de densité raisonnable, et pas uniquement marchande, avec davantage de place à l'art, à l'expression publique citoyenne, de quartier, d'opinion, et aussi aux petites et moyennes entreprises autant qu'aux grandes, et donc tout ça dans un cadre de respect des récepteurs de la publicité, donc des citoyens, pour que celui qui veut ne rien recevoir puisse le faire, quoi. Enfin, ne rien imposer finalement aux gens, et surtout pas imposer un même message partout. La pub, c'est vraiment c'est la clé de voûte non seulement du système capitaliste, mais en dehors de ça, c'est la clé de voûte de plein de luttes. Enfin, je dirais une moyen de faire de la convergence pour du sexisme, du racisme aussi, de la xénophobie, du spécisme, de l'éco-washing, du greenwashing, il y en a tiré à rigo. Enfin, tout ce capitalisme vert aussi, c'est des trucs qu'il y a moyen de se retrouver dans la pub, quoi, qui est vraiment vecteur de surconsommation et qui est un peu illogique dans les contextes actuels au niveau de l'écologie, etc. Pour s'opposer à cela, il y a plusieurs possibilités. Il y a celle de l'individu qui développe sa conscience critique, qui examine ses propres besoins, qui cherche un petit peu ce qu'il désire en profondeur et qui cherche à échapper à cette manipulation. Il y a un deuxième degré qui est interpersonnel, où il s'agit de sensibiliser les autres à ce discours aliénant auquel ils sont livrés. Et il y a un troisième moyen, bien entendu, qui au niveau de l'action consistera à travailler soit au niveau des pouvoirs publics, soit au niveau du changement même de la société, pour faire en sorte que cette entreprise de manipulation disparaisse. Si on parle souvent de la galaxie anti-pub, c'est que cette lutte va en fait plus loin que le simple constat d'une gêne, puisque du sexisme véhiculé au changement climatique aggravé par la surconsommation, en passant par aussi le respect des données personnelles, le système publicitaire est au centre de plusieurs enjeux de société. Finalement, il est essentiel de convier d'autres collectifs pour faire converger les luttes et gagner en puissance. Et on sent bien d'ailleurs avec l'énergie de ces rencontres que le désir de voir s'étendre la mobilisation anti-pub est remis d'aplomb.